Je voudrais me pencher dans cette leçon sur ce que l'on pourrait appeler des collectifs encastrés. Il s'agit de collectifs qui n'ont pas de territoire propre, mais qui, à la différence des collectifs libres que nous avons examinés lors de la dernière leçon, se trouvent insérés dans le territoire d'autres collectifs dont ils dépendent donc partiellement, non seulement pour l'usage de la terre, mais aussi, dans certains cas, pour l'accès à des puissances non humaines conditionnant cet usage. Ce sont généralement des collectifs nomades, tout comme ceux que nous avons examinés précédemment, dont les déplacements peuvent être plus ou moins de grande amplitude, mais qui, à la différence par exemple des Moken ou des Alakalouf, qu'on a vu lors de la dernière leçon, organisent leur vie dans les interstices de collectifs sédentaires ou de collectifs qui, à tout le moins, sont très peu mobiles. De ce fait, et bien que les collectifs encastrés ne réclament évidemment pas des droits fonciers sur des territoires qu'ils ne font que parcourir, on peut dire qu'ils ont un rapport à la terre plus stable que les collectifs libres, car ils peuvent prétendre à jouir d'une certaine assurance dans l'usage des portions d'espace, par exemple des territoires de chasse ou des parcours de transhumance, pour lesquels ils peuvent être contraints d'ailleurs d'acquitter des droits, généralement en produits ou en travail, au profit de ceux, généralement sédentaires, qui en revendiquent la possession. Je vais vous indiquer ici la bibliographie dont je vais me servir aujourd'hui. Le premier cas de collectif encastré que nous allons examiner est celui de ces populations que l'on appelle Maku en Amazonie colombienne et brésilienne, et qui parlent une langue isolée, différente de celle de leurs voisins amérindiens. On ne peut pas comprendre l'encastrement des Maku si l'on ne brosse pas d'abord le tableau de ce dans quoi ils sont encastrés. Alors les Maku vivent dans les interstices d'un vaste système régional centré sur le fleuve Vaupés, un affluent du Rio Negro, composé de tribus parlant principalement des langues qui appartiennent à un ensemble linguistique qu'on appelle les Tucano-orientaux, mais aussi pour quelques-unes des langues arawak et des langues caribes. Tribus dont le mode de vie, les institutions et la vie cérémonielle sont en grande partie identiques, en dépit de la diversité linguistique interne. Par souci de clarification, de simplification, disons, j'appellerai Tucano cet ensemble interethnique, même si, comme je viens de le dire, il y a à l'intérieur des groupes qui parlent d'autres langues qui ne sont pas des langues Tucano. Voici une carte de la région. Vous voyez que les Maku sont, sauf pour cette partie ici, sont pour l'essentiel intercalés dans les territoires d'autres groupes amérindiens. Tandis que les Tucanos sont des peuples riverains des grands fleuves et des cultivateurs de manioc amer, les Maku vivent dans des zones interfluviales où ils mènent une existence, où ils ont mené pendant longtemps une existence semi-nomade. Je voudrais préciser que j'emploie souvent une fiction que les anthropologues utilisent depuis longtemps, qu'on appelle le présent ethnographique. Le présent ethnographique, c'est simplement, c'est comme le présent de narration, c'est-à-dire qu'on parle au présent à l'époque où la description a été faite. Donc les descriptions dont je vais parler là datent pour l'essentiel des années 1970. Bien que les Maku cultivent un peu de manioc, ils sont surtout dépendants des produits de la forêt, notamment le gibier, tandis que les Tucanos sont plutôt des pêcheurs. Et de fait, l'essentiel des produits cultivés que les Maku consomment est obtenu par échange avec les Tucanos, par échange avec de la viande de gibier, du curare
et des services en nature sur lesquels je reviendrai. C'est une relation symbiotique qui n'est pas sans rappeler celle des Pygmées d'Afrique centrale avec leurs voisins agriculteurs. Alors revenons à présent au système régional du Vaupés, au sein duquel les Makus sont insérés. Dans tout l'ensemble Tucano, la forme traditionnelle d'habitat, c'est une grande maison plurifamiliale appelée Maloca dans l'espagnol de la région, qui abrite un groupe de filiation agnatique. Voici une image. Vous voyez que là, le présent ethnographique est 2010, donc c'est une photo assez récente. Or, la reproduction physique et symbolique des communautés locales résulte des échanges matrimoniaux et de la distribution des fonctions rituelles au sein d'un ensemble d'au moins 16 unités exogames, que j'ai appelées jusqu'ici des tribus par commodité d'expression, mais le terme n'est pas vraiment approprié, car si chacune de ces unités exogames est bien caractérisée par une langue distincte et par un nom spécifique, les Tessana, les Barasana, les Tatuyo, etc., si elle se réclame bien d'un héros fondateur ou de héros fondateurs plutôt au pluriel qui lui sont propres, si elle détient chacune de ces unités le privilège de fabriquer et d'utiliser certains types d'objets rituels, elle observe aussi une règle extrêmement stricte d'exogamie qui lui commande d'obtenir des épouses dans des groupes qui parlent une autre langue tucano, voire dans des groupes de langues arawak ou caribe. En outre, aucune de ces tribus n'occupe à l'heure actuelle un espace continu. Donc une maloca se compose d'hommes qui communiquent entre eux dans la langue de leur groupe linguistique et de femmes provenant de plusieurs groupes linguistiques adjacents, lesquels continuent à parler leur propre langue, puisque le multilinguisme est généralisé dans la région. Alors évidemment, chaque groupe linguistique exogame n'entretient pas des alliances matrimoniales avec les 16 autres. D'abord parce qu'il existe des paires de groupes linguistiques à l'intérieur desquels les unions sont prohibées, ce que les anthropologues appellent des fratries. Ensuite parce que, fratrie avec PH et pas avec un F évidemment, ensuite parce que les mariages se font surtout entre des groupes voisins. L'échange matrimonial permet ainsi de structurer l'ensemble du système intertribal, puisque les femmes s'identifient à la fois avec le groupe de leur mari et avec leur groupe d'origine, et qu'elles servent donc d'intermédiaires entre des unités locales bien différenciées dont elles assurent l'intégration. En dehors de l'exogamie linguistique, d'autres facteurs concourent à imbriquer ces peuples du nord-ouest amazonien dans une organisation régionale inclusive. C'est la mythologie d'abord, qui unifie tous les groupes linguistiques dans une origine commune et qui leur assigne un territoire et une place hiérarchisée en fonction du lieu et de l'ordre de leur apparition dans la Genèse telle qu'elle est racontée par un mythe d'origine partagé par tous. Cette Genèse décrit les épisodes d'un voyage originel vers l'amont des rivières d'un groupe d'anacondas primordiaux qui firent halte dans différents sites caractérisés par des chaos rocheux ou par des rapides. Et dans chacun de ces sites, un des anacondas émergea et un tronçon de son corps se transforma en un groupe d'ancêtres humains, donnant naissance à l'un des nombreux patrilignages qui composent chaque groupe linguistique. Et ce processus de segmentation progressif
et itinérant est souvent figuré comme le parcours d'une pirogue de laquelle descendirent successivement les ancêtres des groupes de filiation des diverses tribus Tucano, les plus prestigieux dans la hiérarchie symbolique étant ceux qui débarquèrent en premier dans l'aval des rivières, c'est-à-dire à l'heure actuelle au Brésil. Par ailleurs, tous les groupes linguistiques Tucano et certains non Tucano célèbrent un rituel qui s'appelle le rituel de Yurupari, lors d'un ensemble de cérémonies au cours desquelles on procède aux initiations masculines. Mais l'objectif principal de ce rituel est surtout de renouer le contact avec les héros fondateurs et les normes idéales d'existence qu'ils ont jadis instaurées. Et chaque fois qu'une Maloka organise l'une de ces cérémonies, on invite les membres des différentes tribus voisines à y participer avec leurs instruments de musique où siège l'essence Yurupari de leur propre groupe de filiation. Et cette complémentarité des groupes linguistiques dans un rite retraçant l'étiologie de la totalité qui les englobe réaffirme la vigueur des liens intrinsèques par lesquels ils sont unis. Il faut ajouter que la division régionale du travail artisanale confère également à chaque tribu une réputation d'excellence et donc l'exclusivité dans la fabrication d'un type d'objet nécessaire à la vie quotidienne de tous. Les pirogues viennent des Baras, les pressoirs à cassave viennent des Tuyuca, les tabourets viennent des Tucano, etc., etc. Donc il se crée un système de rareté artificielle et l'obligation, pour se procurer le kit élémentaire de la vie quotidienne, d'échanger avec les voisins. En dépit de la diversité des langues, donc, chaque Maloka, chaque groupe de filiation, chaque groupe linguistique Tucano, et aussi les groupes qui participent à ce système et qui ne sont pas des locuteurs du Tucano, a ainsi conscience d'être un élément au sein d'un métasystème et de devoir sa pérennité matérielle et idéale aux échanges réglés avec les autres parties du tout. Or, cet impératif de parité dans la compensation qui gouverne les relations entre humains est aussi scrupuleusement observé dans les rapports avec les non-humains. Car de façon générale, les Tucano et leurs partenaires d'échange Arawak et Caribes catégorisent, ça n'a rien de surprenant dans cette région, les humains, les plantes et les animaux comme des gens qui partagent les mêmes attributs. La mortalité, la vie sociale et cérémonielle, l'intentionnalité, la connaissance, etc. Et les distinctions internes à cette communauté du vivant reposent sur les caractères particuliers que l'origine mythique, les régimes alimentaires et les modes de reproduction confèrent à chaque classe d'êtres et non pas sur la plus ou moins grande proximité de ces classes d'êtres au paradigme d'accomplissement qu'offriraient les humains. Alors l'interaction entre les animaux et les humains est conçue sous la forme d'un rapport d'affinité, au sens de la parenté, c'est-à-dire d'un rapport entre parents par alliance, ce qui est assez logique au vu du type de lien exogamique qui fédère les collectifs humains. L'animal chassé est vu comme une épouse potentielle, à l'instar des femmes des Malokas voisines parlant une autre langue. Tout comme les humains par ailleurs, les animaux vivent en communauté, dans des Malokas, que la tradition situe au cœur de certains rapides, dans des salines ou à l'intérieur de collines qui sont très précisément localisées, on en verra un exemple tout à l'heure. Là, les animaux cultivent des
jardin de manioc, se déplacent en pirogue et s'adonnent, sous la conduite de leur chef, à des rituels élaborés qui ne sont pas sans rappeler ceux des humains, comme le rite de Yurupari. Et en effet, la forme visible des animaux n'est qu'un déguisement, et lorsqu'ils regagnent leur demeure, c'est pour se dépouiller de leur apparence, comme un costume, arborer leurs ornements cérémoniels et redevenir de manière ostensible les gens qu'ils n'avaient pas cessé d'être lorsqu'ils se déplaçaient vêtus de leurs costumes d'espèces dans les rivières ou dans la forêt. Et les rapports réglés d'échange entre les collectifs humains se poursuivent donc dans les relations que les collectifs humains entretiennent avec les collectifs non humains. Une des manifestations les plus exemplaires de ce parallélisme a été décrite par l'anthropologue colombien Gerardo Raichel Dolmatov chez les Desana de Colombie, et il prend la forme d'un échange d'âmes humaines contre des animaux à chasser. En effet, après la mort, l'âme d'un Desana gagne généralement ce qu'on appelle la maison de lait, qui est une région du cosmos conçue comme une sorte de paradis utérin. Et en revanche, les âmes des personnes qui n'ont pas respecté les prescriptions exogamiques, c'est-à-dire qui n'ont pas respecté la règle de l'échange, s'en vont dans les grandes maisons souterraines ou subaquatiques où résident les esprits maîtres du gibier qui gouvernent les destinées donc des poissons et des animaux terrestres. Et là, ces âmes deviennent des animaux, et c'est une forme de compensation forcée pour ceux ou celles qui n'ont pas su respecter les règles de l'échange entre humains. Mais ce n'est pas là le mécanisme le plus courant de renouvellement de la faune. Ce mécanisme est à la charge chez les Desana des chamans, qui vont périodiquement visiter le maître du gibier au cours d'une transe induite par des narcotiques végétaux pour négocier avec ce maître des animaux un lâcher de gibier en forêt afin que les membres de leur communauté puissent chasser. Et chaque animal libéré en forêt pour la chasse doit être compensé par l'âme d'un mort humain qui se transformera en un animal de la même espèce destiné à être entreposé chez le maître des animaux. Les humains qui sont promis à cette destinée animale proviennent en général de groupes voisins, mais sont choisis par consensus. Et pour ce faire, les chamans des différentes tribus Tucano s'assemblent chez l'esprit des animaux pour décider qui, parmi les membres de leur collectivité respective, devra mourir afin que la chasse soit bonne. Et la négociation que le chaman de chaque groupe local conduit avec le maître du gibier vise à aboutir à une équivalence scrupuleuse des objets de la transaction. Une fois que les deux parties sont tombées d'accord sur le nombre d'âmes qui devra être échangé contre le nombre d'animaux à lâcher en forêt, le chaman pénètre dans la maison où les animaux sont gardés suspendus aux solives de la maison du maître du gibier comme des pièces de viande dans une chambre frigorifique, et il secoue l'un des piliers afin de faire choir le gibier qu'il convoite. Donc on voit que les humains et les animaux ici ont un statut égal dans la communauté du vivant et qu'ils contribuent les uns et les autres à maintenir l'équilibre des flux. Leurs fonctions sont réversibles dans une quête d'homéostasie fondée sur une stricte égalité des transferts. L'obligation consentie de la dépendance réciproque, et donc l'importance fondamentale de l'échange, n'est pas moins centrale parmi les non-humains,
Par exemple, le maître des animaux terrestres et le maître des poissons se rendent visite à intervalles réguliers pour des fêtes et des danses avec leurs familles. Et c'est l'occasion de s'échanger leurs femmes et de faire féconder mutuellement leurs communautés respectives. Donc on le voit, l'échange égalitaire est au cœur des relations que les Desana tissent avec les non-humains. Ils colorent de ces exigences toutes leurs actions sur l'environnement. Dans tout l'ensemble du nord-ouest amazonien, les rapports entre humains et non-humains apparaissent ainsi comme des rapports de collectif à collectif. Certes, en partie définis par les contraintes de la subsistance, mais qui peuvent en outre prendre une forme particulière à chaque tribu et servir ainsi à les différencier. Par exemple, chez les Yukuna, qui est un groupe de langue arawak qui jouxte les tribus Tucano en Amazonie colombienne et qui participe du même système d'échange interethnique, les Yukuna ont développé des associations préférentielles avec des espèces animales et des variétés de plantes cultivées qui leur servent d'aliments privilégiés. Car l'origine mythique de ces plantes cultivées, de ces variétés, et pour les animaux, la maloca où ces animaux résident, se situe dans les limites du territoire tribal. Et c'est aux chamans locaux que revient la tâche de superviser la régénération rituelle de ces espèces, qui sont en revanche prohibées pour les tribus tucano voisines. Donc à chaque groupe tribal incombe la responsabilité de veiller sur les populations de plantes et d'animaux dont il se nourrit, et cette division des tâches contribue à définir l'identité locale et le système des relations interethniques en fonction du rapport à des ensembles différenciés de non-humains. Alors, tentons à présent de qualifier ce système régional intégré de relations entre collectifs humains et avec des collectifs non humains. À l'évidence, il fonctionne dans ce que j'ai appelé un régime animiste. Des collectifs humains, formés chacun d'un groupe de filiation agnatique, entretiennent entre eux des rapports d'échange systématiques et paritaires au moyen de la circulation des femmes et des artefacts et par la pratique de l'hospitalité réciproque et de la cérémonialité partagée. Comme on l'a vu, ces rapports d'échange égalitaires s'étendent aux collectifs de non-humains, au premier chef les espèces animales, animaux terrestres et poissons, et les esprits qui les représentent, lesquels vivent également dans ce qu'ils perçoivent eux-mêmes comme des malokas et que les humains voient comme des salines dans la forêt et des rapides dans les rivières. Donc chaque collectif d'humains et de non-humains, à savoir les gens de tel maloka Barasana, les gens de tel maloka Yukuna, les gens tapirs de tel maloka saline, les gens poissons de tel maloka rapide. Chaque tribu-espèce de ce type est donc au cœur d'un territoire qu'elle considère comme sien et dont elle ne bouge guère. Un territoire, généralement désigné par le nom d'un segment de rivière ou d'un lieu-dit pour les humains et par le nom d'une saline pour le territoire ou d'un rapide pour le territoire de certains collectifs animaux. De ce fait, les territoires des collectifs animaux sont tout autant localisés et circonscrits que ceux des collectifs humains. Et par exemple,
des enquêtes récentes qui ont été menées sous l'égide d'une fondation colombienne, Gaia Amazonas, par un groupe de chercheurs indigènes, Barassana, Edoria, Itana, Macuna et Tatuyo, tous habitants du fleuve Piraparana, ont permis d'aboutir à une cartographie de presque 90 de ces malocas salines animales et des caractéristiques de chacune d'entre elles. Voilà la carte, elle n'est malheureusement pas très visible, mais évidemment chacun de ces numéros correspond à une saline précisément identifiée, qui est donc de la même façon qu'on identifie des malocas sur des segments de fleuve, sont des malocas animales. Et vous avez la légende de ces salines qui non seulement donnent leur nom, mais aussi certaines de leurs caractéristiques et le statut qu'elles ont vis-à-vis des humains qui sont leurs voisins. Donc ces collectifs animaux qui cohabitent avec des collectifs humains ne relèvent pas des spéculations de la pensée mythique. Ils ne vivent pas dans un imaginaire qui ne serait accessible que par les rêves ou par les récits chuchotés la nuit au coin des feux. Ils sont aussi concrets pour les Amérindiens, on le voit avec ce genre de carte, que leurs voisins humains, aussi ancrés qu'eux dans une terre habitée par toutes sortes de sujets. Mais cette mosaïque complexe de collectifs et de territoires humains et non humains qui entretiennent un dense réseau d'échanges entre groupes de même statut n'est qu'une des faces du système. Car l'ensemble régional du nord-ouest amazonien est aussi fondé sur une hiérarchie rigoureuse qui est à la fois interne au collectif humain et qui ordonne ces collectifs selon une échelle de valeurs. Et dans cette hiérarchie sourcilleuse, les semi-nomades Maku sont situés tout au bas de l'échelle. Examinons d'abord la hiérarchie interne. Traditionnellement, les habitants d'une Maloka Tucano sont idéalement répartis entre 5 fonctions spécialisées transmises par filiation. Chef, danseur et chanteur, c'est la même catégorie, guerrier, chaman et serviteur. Fonctions qui étaient jadis réparties entre des Malokas voisines, la Maloka des guerriers, la Maloka des chamans, la Maloka des chefs, etc. Les membres de chacune de ces classes remplissaient des fonctions rituelles et pratiques pour les autres. Le système tel qu'il a pu être constitué, et je pense ici aux travaux en particulier de Gene Jackson et de Christine Hugh Jones dans les années 70, correspondait probablement à une hiérarchie beaucoup plus symbolique que réelle, mais c'est une hiérarchie néanmoins dont la puissance de distinction continue à se faire sentir jusqu'à ce jour. Les seules fonctions qui subsistaient dans les années 70 étaient celles de chaman et de danseur et chanteur. Les fonctions de chef, de guerrier et de serviteur devant être reconstruites en sollicitant la mémoire des informateurs. Je ne m'attarderai ici un moment que sur les 2 pôles extrêmes de la hiérarchie, à savoir les chefs d'un côté, les serviteurs de l'autre, afin de souligner l'ampleur des différences qui les séparent. Le chef est d'abord défini comme un aîné, c'est-à-dire le premier-né d'une fratrie, avec un F cette fois-ci. Et il est donc premier partout où l'on doit observer un ordre de préséance, dans les salutations, lors des offrandes de nourriture ou de coca, lors des voyages. Le serviteur, qui est notamment appelé en Barassana la personne du bout, vient toujours en dernier.
Le chef représente son groupe dans les relations formelles avec les autres groupes et c'est lui qui en prend l'initiative. De ce fait, le chef est polygame et entretient donc des liens d'affinité, encore une fois au sens de la parenté, avec plusieurs autres tribus parlant des langues différentes, tandis que les serviteurs sont dits se marier entre eux comme des animaux, c'est-à-dire sans respecter le principe d'exogamie linguistique. Et l'un des avantages de la polygamie pour les chefs est que le chef a accès par ce moyen, grâce au travail de ses femmes, à une plus grande quantité de produits cultivés, ce qui lui permet d'entretenir son prestige en invitant des affins à participer à des activités cérémoniales. Par contraste, l'endogamie des serviteurs les place dans une situation proche de celle des Maku, qui sont eux aussi extérieurs au circuit des échanges exogames. Le chef peut ordonner aux serviteurs d'exécuter des actions à son profit ou au profit du collectif, construire des maisons, ouvrir des essarts, cultiver les jardins, collecter de la nourriture et des matériaux en forêt, nettoyer la maison même ou entretenir les torches de résine pour l'éclairage de la maison. Ces fonctions spécialisées sont distribuées par sexe. Les tâches masculines sont effectuées par les serviteurs masculins pour le chef, tandis que les tâches féminines le sont par les femmes des serviteurs pour l'épouse du chef. Mais sur un plan plus abstrait, ce sont les serviteurs dans leur ensemble qui sont féminisés. Un serviteur masculin pourra par exemple aller chercher de l'eau ou balayer, si on lui demande de le faire bien sûr, des tâches qui sont normalement dévolues aux femmes, et il acquiert ainsi une ambiguïté sexuelle qui vient redoubler la marginalité sociale où il se voit relégué du fait des mariages endogames qui le situent du côté de la consanguinité, et la consanguinité est un marqueur féminin dans la plupart des sociétés amazoniennes. Les serviteurs sont le plus communément appelés Hosa, H-O-S-A, et c'est le même terme qui désigne les Maku. Mais malgré le statut inférieur qui est le leur, les serviteurs se distinguent quand même des Maku en ce qu'ils appartiennent comme frères cadets aux Maloka Tucano et qu'ils peuvent donc vivre avec leurs frères aînés et leur rendre service, tandis que les vrais Maku, eux, ne résident pas avec leur maître Tucano et vivent loin des rivières principales. Concrètement, le rapport de dépendance dans lequel se trouvent les Maku se manifeste par la faculté qu'ont les Tucano de requérir le travail de leurs serviteurs Maku pour la construction des maisons, pour l'essartage, l'entretien des jardins, par l'imposition qui est faite aux Maku de fournir, en échange des produits cultivés qu'ils reçoivent des Tucano, de fournir des produits de la forêt, du curare, du gibier, des fruits de cueillette et aussi des parties d'animaux qui sont utilisées dans la confection de parures rituelles. Donc ce sont des transactions qui sont la plupart du temps obligatoires et inégales. Donc les Maku se voient relégués au stade le plus bas de la hiérarchie et inclus dans une relation ancillaire, vue comme la compensation qu'ils doivent éternellement acquitter en contrepartie de la possibilité d'utiliser les territoires forestiers appartenant aux Tucano, mais dans lesquels les Tucano se rendent très rarement. Alors voyons à présent comment fonctionne la hiérarchie spatiale
dans cet ensemble interethnique du nord-ouest amazonien, dans lequel les Makus occupent les zones les plus reculées, car ils sont réputés être arrivés en dernier. J'ai dit il y a un moment qu'un des facteurs de l'intégration régionale de cet ensemble, c'est la genèse mythique partagée des groupes locaux et de leur territoire, vu comme un voyage vers l'amont d'un groupe d'anacondas primordiaux donnant naissance, lors de chacune de leurs haltes, à un patrilignage localisé sur un tronçon de rivière, donc un processus de segmentation itératif qui est souvent figuré comme la remontée des fleuves par une pirogue d'où descendirent des ancêtres des groupes locaux actuels, dont je rappelle que les plus prestigieux sont ceux qui descendirent les premiers et qui s'établirent dans l'aval des rivières. Le réseau hydrographique dans cette région coule approximativement d'est en ouest et il est idéalement organisé comme cela, orienté donc de l'aval vers l'est à l'amont vers l'ouest, de sorte que les petits cours d'eau de l'amont sont les lieux qui, faute d'intéresser les Tucanos, servirent de zone refuge aux Makus. Par contraste, les Tucanos sont des gens des rivières qui répugnent à se déplacer à pied et qui sont pour l'essentiel des mangeurs de poissons. Donc voilà le système de peuplement tel qu'il a été synthétisé par Christine Hugh Jones, avec la migration qui vient donc depuis l'aval qui remonte vers l'amont, et la zone des plus petites rivières, tout en haut, des igarapés, comme on dit au Brésil, est occupée par les Makus. La progression de ce fameux anaconda mythique qui est à l'origine du peuplement local s'est faite de telle façon que les groupes politiquement dominants, à savoir les aînés et les chefs, furent les premiers à descendre, tandis que les serviteurs furent les derniers, raison pour laquelle les Malokas de la partie supérieure des cours d'eau se trouvent à proximité des Makus. Voilà aussi un schéma du peuplement. Alors, ça, il faut faire une conversion parce qu'en réalité, l'anaconda est segmenté lui-même, vous voyez, dans les 5 classes que j'ai évoquées tout à l'heure, mais il remonte de l'aval vers l'amont, donc en réalité, il remonte dans l'autre sens, même si la partie la plus importante est en amont. Donc ça, c'est une conversion du processus. Il arrive comme ça, mais de fait, la disposition des classes est ainsi, ce sont les chefs qui sont vers l'aval, et puis progressivement, les classes les moins prestigieuses de la hiérarchie sont celles qui sont orientées vers l'amont, et tout en haut, il y a les Makus et les maîtres des animaux. Donc les Makus se trouvent à proximité des Malokas des animaux, de sorte qu'un continuum de collectifs, ontologiquement de moins en moins humains, se déploie d'est en ouest, dont les segments terminaux se distribuent en arc-en-ciel dans l'amont des cours d'eau. Et la hiérarchie interne des tribus Tucano est ainsi homologue au rapport hiérarchique entre tribus et entre territoires. Toutefois, cette hiérarchie se manifestait surtout sur un plan protocolaire et cérémoniel, je l'ai dit déjà, à l'intérieur de l'ensemble Tucano. Elle ne se traduisait pas par des disparités de richesse ou par des inégalités politiques véritablement marquées, car l'origine commune, d'une part, et l'idéal des échanges paritaires, d'autre part, contrebalançaient l'effet introduit
par la différence des fonctions spécialisées. Selon la formule d'un Tucano rapportée par Gene Jackson, je le cite, « Quiconque dans le Vaupès n'est pas un Makou ou un blanc est un parent ». Autrement dit, c'est indiqué très clairement, du point de vue Tucano, que les Makous sont des intrus qui se sont glissés dans les interstices du système où ils sont tolérés pour les services qu'ils rendent et parce que personne, au fond, ne convoite d'occuper l'interland dans lequel ils nomadisent. Alors examinons à présent l'occupation de l'espace telle que cette occupation est effectivement mise en œuvre et perçue par les Makous. Les données ethnographiques sur les Makous sont lacunaires, de qualité inégale, et je me servirai donc de façon éclectique de plusieurs types de documents. Sur la mobilité spatiale, l'étude sans doute la plus étayée est celle qui a été menée en 1992 dans un sous-groupe Makou de Colombie, qui sont assez connus, qu'on appelle les Nukak, et qui est étudié par des anthropologues de la fondation Gaia Amazonas, les mêmes qui ont produit les cartes que j'ai montrées il y a un moment. C'est Carlos Franchi, Gabriel Cabrera et Dani Maicha. Les Nukak sont situés dans le Guaviare, c'est-à-dire qu'ils sont les plus à l'ouest des peuples Makous, très en amont par rapport aux Tucano, et dans une région où il n'avait pas de concurrents humains directs jusque dans les années 60 du dernier siècle. En outre, les Nukak sont les derniers des Makous à avoir accepté le contact, un contact permanent, disons, avec la société nationale dans le milieu des années 80. Et on peut dire que leur usage de l'espace, qui faisait d'eux à l'époque sans doute le peuple nomade le plus mobile d'Amérique du Sud, avait été relativement peu affecté par la colonisation. Malheureusement, la colonisation a gagné du terrain depuis, à une vitesse galopante, avec l'invasion de la forêt par des petits paysans cultivateurs de coca, par des groupes paramilitaires aussi, invasion accompagnée par l'habituel cortège d'exactions, de maladies infectieuses, qui, malgré la création d'une réserve indigène réservée aux Nukak, qui leur offre une protection très incertaine, a décimé cette population depuis une vingtaine d'années. Donc le présent ethnographique ici, c'est l'époque de l'enquête, entre 1991 et 1995. Les Nukak qui nomadisaient dans la forêt de l'interfluve du Guaviare formaient une population de 357 personnes réparties en 13 groupes locaux. Chaque groupe local, je prendrai donc le présent ethnographique, le présent de narration maintenant, chaque groupe local se déplace à l'intérieur d'une zone qui lui est propre et sa composition oscille entre une dizaine et une quarantaine d'individus. L'unité de base pour la vie économique, c'est le groupe domestique, c'est une cellule indépendante organisée autour d'un couple et de ses enfants, auxquels se joignent, à l'occasion, des parents veufs ou célibataires, et qui peut se séparer du groupe local pour des périodes de nomadisation autonome durant parfois plusieurs semaines. Et le groupe local est généralement formé par des gens qui se reconnaissent une ascendance commune en ligne paternelle, mais l'affiliation à un groupe local est nettement territorialisée. C'est plutôt le rapport effectif à un espace de nomadisme qui marque l'appartenance au groupe que l'inverse. Ce qui frappe chez les Nukak, c'est leur extrême mobilité. Les campements sont très sommaires, formés de structures légères à un pan sur lesquelles sont posées des feuilles de balisier. C'est un habitat éphémère qui n'est jamais utilisé pendant plus de quelques jours. Vous voyez ici, par exemple, un campement Nukak en 1992. Pour moi, c'est très frappant parce que ces campements ressemblent aux campements des loges, ce que j'appelais les loges de chasse chez les Hatchoirs, c'est-à-dire ce sont des endroits où on va
camper pendant quelques jours, alors que là, évidemment, c'est l'habitat, sinon permanent, puisqu'on en change tous les 2 ou 3 jours, mais le seul véritable qui existe pour les Nukaks. La moyenne d'occupation d'un campement est en effet de 3 à 7 jours. La durée la plus commune étant de 4 jours. C'est très bref. La distance entre 2 campements oscille entre 5 et 10 km, la moyenne tournant autour de 7 km. Ça, c'est une carte qui montre les déplacements des différents groupes locaux, chaque groupe local étant identifié par une lettre majuscule au cours des années 91, 92, 93 et 95. Et donc on voit, pour certains d'entre eux, dans les pointillés, ici par exemple, les déplacements de ces groupes locaux. Ici aussi. En règle générale, les différentes unités domestiques composant le groupe local se déplacent ensemble et s'arrêtent chaque fois que nécessaire pour cueillir et consommer des fruits, pour récolter du miel, pour collecter des larves de palmiers, de sorte que le déplacement entre 2 campements peut prendre une demi-journée ou plus. Et la seule chose qui compte, au fond, c'est d'arriver avant la tombée de la nuit à l'endroit où on souhaite s'établir, afin d'avoir le temps d'ériger des abris. Seuls 4 groupes locaux ont une maison fixe avec un toit à 2 pans, bordé d'un jardin où ils reviennent régulièrement. Tous les autres sont constamment en mouvement, sans point fixe particulier, même s'il leur arrive d'occuper d'anciens sites de campement où l'on devra de toute façon construire des abris, puisqu'ils sont tellement éphémères qu'ils sont détruits très rapidement. Cette mobilité est aussi interne à la composition des groupes locaux. Ça, c'est un point qui a été signalé maintes fois dans toutes les études sur les chasseurs-cueilleurs. C'est non seulement une mobilité du groupe, mais c'est aussi une mobilité de la composition des groupes. Presque chaque jour, des familles quittent le campement de leur groupe local pour se déplacer par elles-mêmes, pour aller visiter d'autres groupes locaux pendant des périodes plus ou moins longues. Et il arrive aussi que plusieurs groupes locaux établissent leur campement à proximité les uns des autres lorsqu'ils souhaitent profiter d'une ressource très localisée, par exemple s'il y a une population dense d'un arbre fruitier au moment de sa fructification ou à un endroit très poissonneux dans la rivière au moment du frai. Donc la flexibilité dans la composition des groupes locaux Nukak et leur mobilité extrême sont rendues possibles par une situation qui était peu commune dans cette région de l'Amazonie à l'époque, à savoir leur usage d'un territoire forestier sans véritable concurrence directe avec d'autres humains. Donc la situation des Nukak, que j'ai présenté ici pour montrer un cas quasiment extrême de nomadisme, tranche sur celle des autres groupes Maku de Colombie, comme les Bara, comme les Yuhup, comme les Hubdu. Ces derniers sont aussi présents au Brésil, en ce que ces autres groupes Maku ne sont pas, sont plutôt encastrés dans des territoires amérindiens, à la différence des Nukak. Donc il ne s'agit pas de transposer ce que l'on sait des Nukak aux autres groupes Maku. Et je n'ai évoqué leur organisation territoriale que pour montrer que des collectifs nomades sans lien de dépendance avec des sédentaires peuvent fort bien exister en Amazonie, contrairement à ce qu'on a parfois prétendu. De ce fait, la situation d'encastrement des autres Maku est le produit d'une situation historique, d'ailleurs assez mal connue, qui les a amenés, sans doute à l'origine sous l'effet de la violence, à occuper une place subalterne dans les interstices du système régional du Vaupés. Et cette situation d'encastrement, elle ne procède pas d'une hypothétique nécessité propre à leur mode de vie qui rendrait impossible une subsistance autonome
fondée sur la chasse, la cueillette et l'usage occasionnel de quelques plantes cultivées, puisque précisément l'exemple des Nukak montre que c'est possible. Alors regardons maintenant la façon dont ces autres Makus perçoivent leur encastrement dans la territorialité Tucano. Je prendrai l'exemple des Hubdu Makus du bassin du Vaupés au Brésil, sur lesquels Howard Reed et Renato Attias ont mené des enquêtes ethnographiques de qualité. Ce dernier, Renato Attias, s'étant particulièrement intéressé à la question de la territorialité. Selon Attias, il n'y a pas vraiment de frontière entre les zones d'occupation des Hubdu Makus de l'interfluve et les territoires des Makus, des Tucano, des fleuves. On peut d'abord en voir un témoignage dans le mythe d'origine des peuples du Vaupés, qui confirme en partie ce que les maigres documents historiques et archéologiques suggèrent. Tout le bassin du Vaupés semble avoir été occupé depuis longtemps par les Arawaks et par les Makus, les Tucano étant arrivés plus tardivement depuis l'Est. Leur établissement dans la région, tel qu'il est narré dans les mythes d'origine, résultant de ce fameux voyage des anacondas ancestraux que j'ai évoqué déjà à plusieurs reprises. En revanche, l'autochtonie des groupes Arawaks et des Makus est soulignée sur le plan mythique par le fait qu'ils sont réputés issus non pas d'une migration, mais de l'émergence in situ depuis des fosses dans les rivières. Et c'est un mode d'apparition que certains groupes Tucano en quête d'autochtonie ont d'ailleurs repris à leur compte. Or, tandis que ces sites d'émergence sont précisément situés pour les Arawaks, ils disent « nous sommes émergés de telle fosse dans telle rivière », et pour certains Tucano, ces sites demeurent génériques pour les Makus Hubdu, chaque groupe de filiation mentionnant simplement que le site d'où il est sorti se situait à l'intérieur de son aire d'usage de la forêt, mais sans préciser où. Donc pour ce qui est des Hubdu, l'autochtonie est affirmée, mais sans être pour autant assignée à un site d'origine particulier. Enfin, la plupart des récits Tucano de migration mentionnent bien que les Makus étaient là dès l'origine et qu'ils étaient dès l'origine dans une position subordonnée. Alors, quelle conception les Hubdu Makus se font-ils de l'espace qu'ils utilisent ? De façon congruente avec leurs revendications d'autonomie, il paraît d'abord relativement cet espace marqué par leur identité collective. L'espace forestier dont ils font un usage de facto exclusif est appelé Notre Terre, Nucha. Et il a été créé, cet espace, par le héros civilisateur qui leur est propre. Et c'est donc l'aire dans laquelle ils peuvent se déplacer, chasser et établir leur campement. En revanche, les Tucano contestent que les Hubdu aient des territoires en propre. Je cite ce que des Tucano ont dit à Renato Attias. C'est, disent-ils, la terre, occupée par les Makus, que nos grands-pères leur ont laissée pour vivre. Du reste, lors des négociations avec le gouvernement brésilien sur la démarcation des terres indigènes, seuls les Tucano étaient présents et aucun document résultant de cette négociation ne mentionne le nom des Hubdu. Alors il est vrai aussi que les Hubdu eux-mêmes n'ont pas un vocabulaire particulier pour désigner par exemple le territoire de groupes locaux, comme le font par contre les Tucano, pour qui la territorialité s'établit à partir de l'espace environnant une maloca, généralement reconstruite, cette maloca, sur le même site pendant plusieurs générations. Donc il y a une stabilité territoriale qui est très importante chez les Tucano.
Certaines Malokas Tucano sont d'ailleurs mentionnées et localisées dans des mythes d'origine, de sorte qu'elles enracinent la prétention d'un patrilignage à l'occupation continue d'un même site à travers une maison nommée. Et comme Stephen Hugh Jones l'a bien vu, les Tucanos sont des sociétés à maison, analogues aux sociétés de l'Ancien Régime en Europe, c'est-à-dire dans lesquelles la maison n'est pas qu'un édifice. Pour reprendre la définition que Lévi-Strauss a donnée des sociétés à maison, la maison est aussi, dans le cas présent, une personne morale, je cite Lévi-Strauss, détentrice d'un domaine composé à la fois de biens matériels et immatériels et qui se perpétue par la transmission de son nom, de ses titres et des terres qu'elle contrôle. Par contraste donc avec les Tucanos, les Hubdu-Maku sont relativement mobiles et n'ont pas une conception territorialisée des espaces de l'interfluve qu'ils parcourent. Toutefois, et cette fois par contraste avec les Nukak, ils sont aussi plus attachés à des sites d'habitat fixes, et cela pour deux raisons. D'abord, les Hubdu occupent des hameaux permanents, même si l'aspect rudimentaire de ces hameaux saute aux yeux. Renato Attias écrit, je le cite, « La majorité des habitations est si précaire qu'elle donne l'impression d'être beaucoup plus un campement qu'un village. » Voici un exemple. Par contraste, voilà je vous mets une autre photo d'une Maloka. Vous voyez que c'est pas du tout le même genre de choses. Ces hameaux sont bordés de petits jardins, on peut le voir derrière, il y a des bananiers, dans lesquels une horticulture sommaire peut être pratiquée, et chaque hameau correspond généralement à un groupe local, et chaque groupe local est à son tour subdivisé en foyers qui constituent l'unité économique minimale, une même hutte pouvant habiter plusieurs foyers. À l'échelle supérieure, chacun des trois groupes régionaux Hubdu du Vaopès constitue une aire dialectale et une aire d'intermariage préférentiel qui contient plusieurs groupes locaux, occupant chacun un hameau, séparés les uns des autres d'une distance d'1 heure à 3 heures de marche. Donc ils sont beaucoup plus territorialisés quand même que les Nukak. Mais l'autre point de fixation des Maku, c'est le fait que chaque groupe local est en général dans une relative proximité d'une Maloka Tucano, entre 1 heure et 2 heures de marche, parfois beaucoup moins, dont les Maku sont les serviteurs attitrés. Et on ne peut d'ailleurs accéder à un village Hubdu depuis l'extérieur, c'est-à-dire, comme c'est le cas dans toute la région en arrivant par la rivière, qu'en empruntant un sentier qui part de l'embarcadère d'une Maloka Tucano. Or, quand les membres d'un groupe local, Hubdu Maku, travaillent au profit d'une Maloka, du groupe local Tucano, de la Maloka Tucano dont ils dépendent, pour reconstruire par exemple une maison ou pour ouvrir des jardins, ils peuvent demeurer pendant des semaines chez leur maître, dans un campement érigé à proximité de la Maloka, parfois dans un emplacement qui leur est assigné dans la maison même. En outre, les Tucanos ont pris l'habitude de débarquer à l'improviste dans les hameaux des Hubdu, qu'ils considèrent comme leurs serviteurs pour se servir sans façon en produits forestiers, généralement de la viande boucanée, leur faisant ainsi sentir de façon humiliante qu'ils ne sont là que par la grâce de leur maître. Et de ce fait, l'encastrement des Hubdu Maku dans le territoire des Tucanos prend une forme tout à fait vivace qui leur est constamment rappelée par la situation de dépendance et de précarité où ils se trouvent dès qu'ils résident dans des sites d'habitat permanent, que ce soit dans leur hameau ou dans les Maloka Tucano. Alors revenons en conclusion sur la question des collectifs encastrés.
et des relations qu'ils entretiennent avec le système dans lequel ils sont insérés. Dans le nord-ouest amazonien, la relation hiérarchique introduit une dimension nouvelle dans le régime animiste des collectifs, qui est le plus souvent, en Amazonie comme ailleurs, fondé sur des relations entre partenaires humains et non humains de même statut. On a vu que cette situation prévaut dans les rapports que nous, les groupes locaux Tucano, Arawak et Caribes, avec les non-humains dont ils partagent le territoire. Dans tous les cas, j'ai insisté là-dessus, les humains s'efforcent de maintenir, en grande partie dans leur propre intérêt, des échanges équitables avec les tribus espèces animales et les esprits qui les représentent. En revanche, c'est une relation hiérarchique qui prédomine dans les rapports entre collectifs humains, d'amplitude modérée, de nature souvent symbolique au sein de l'ensemble Tucano, beaucoup plus accentuée et de nature franchement inégalitaire entre les collectifs Tucano et les collectifs Maku. Donc, dans le cas présent, l'autochtonie qui est reconnue aux Maku par les Amérindiens non Maku ne donne pourtant pas aux premiers des droits sur les espaces forestiers dont on leur concède l'usage. Et cela en dépit du fait que les Maku semblent entretenir avec les tribus espèces d'animaux dans le territoire desquels ils se trouvent le même genre de rapport égalitaire que les Tucano cultivent avec les animaux, avec les poissons et avec les esprits qui gouvernent leur destinée. Donc, du point de vue d'une cosmopolitique de la Terre, cela pose toute une série de questions auxquelles, malheureusement, l'ethnographie du nord-ouest amazonien n'a pas encore apporté de réponse, faute d'avoir abordé le problème de la socialité sous un angle franchement non anthropocentrique, questions qui peuvent être résumées par un schéma. Si le rapport entre les différents collectifs humains du nord-ouest amazonien est gouverné par la hiérarchie, et si les rapports entre collectifs humains et collectifs non humains est régi par l'égalité, en revanche, les autres types de rapports restent très flous. Quels sont les rapports entre les collectifs humains au sommet de la hiérarchie et les collectifs non humains avec lesquels sont en rapport les collectifs humains du bas de la hiérarchie? S'agit-il même des mêmes collectifs? Question inverse, quels sont les rapports entre les collectifs humains au bas de la hiérarchie et les collectifs non humains avec lesquels traitent les collectifs humains du haut de la hiérarchie? Est-ce que ce sont les mêmes? Autre question, quels sont les rapports entre les collectifs humains avec lesquels traitent les collectifs humains du sommet de la hiérarchie et les collectifs non humains avec lesquels traitent les collectifs humains du bas de la hiérarchie? Est-ce qu'il s'agit des mêmes? Autrement dit, c'est une série de questions. Alors on sait que le Collège de France enseigne la recherche en train de se faire. Eh bien voilà 3 questions auxquelles, à ma connaissance, on n'a pas encore de réponse. Pas de réponse empirique en tout cas, sur lesquelles on peut espérer que les jeunes ethnographes spécialistes du nord-ouest amazonien pourront apporter des éclaircissements. Je sais qu'il y en a dans la salle, et donc c'est une invitation à enquêter sur ces questions. Mais très souvent, et c'est un problème que je rencontre, je vais m'arrêter là, dans l'analyse que je fais des matériaux ethnographiques qui sont à notre disposition, je bute précisément sur non seulement des formulations qui sont très sociocentriques ou anthropocentriques des descriptions ethnographiques, mais aussi sur des défauts, des choses qui sont inaperçues et qui permettraient d'aller plus loin, et c'est même particulièrement notable dans le cas du nord-ouest amazonien, sur lequel il existe par ailleurs une des plus remarquables ethnographies dont on dispose pour l'ensemble du bassin amazonien. Donc ce sont des questions qui restent en suspens, et lors de la prochaine leçon,
Je vais continuer à m'intéresser à des collectifs encastrés, mais qui sont encastrés d'une forme différente, puisqu'on s'occupera de la coexistence de collectifs qui ont des modes d'usage de la terre beaucoup plus contrastés que ceux que l'on vient de voir aujourd'hui, et qui sont dans une certaine mesure complémentaires, essentiellement des agriculteurs sédentaires d'un côté et des pasteurs nomades de l'autre. Merci.